tu es issu d'une famille de scientifiques. Et toi, tu passais pour l'artiste. Un peu l'artiste de la famille, dans une famille effectivement de scientifiques. Il faut dire que à ma génération, c'était un peu moins déjà la tienne, mais ça a partagé le système scolaire français pendant longtemps. On était soit littéraire, soit scientifique. À la mienne aussi. À la tienne aussi. Donc on faisait la L ou on faisait la S, cette fameuse filière censée ouvrir toutes les portes, ce qui est un mythe et une illusion, mais ça, il faudrait y revenir ailleurs. Sur cette illusion des parents qu'il n'y a qu'une seule porte, la porte scientifique qui ouvre tous les avenirs à leurs enfants. Donc moi j'étais l'artiste d'une famille de scientifiques, mais je me suis rendu compte assez tard, c'est-à-dire récemment, qu'en réalité c'était plutôt une famille de matheux. Et ça par le côté maternel, curieusement, et pas le côté paternel, par cette fameuse grand-mère Arouet, qui avait ce cerveau extraordinaire, qui était un génie du calcul mental. Mes deux arrière-grands-parents, c'est-à-dire le père de ma grand-mère et le beau-père de ma grand-mère, étaient tous les deux des profs de haut niveau en mathématiques, qui ont écrit des traités de mathématiques. L'un était prof au lycée Louis-le-Grand, l'autre dans un autre grand lycée. Et donc c'était des matheux purs. Et ça explique beaucoup de choses dans mon ascendance. Alors mon frère aîné est un biologiste, j'ai un frère qui est médecin cardiologue, mais c'est pas tellement par mon père, c'est par ses arrière-grands-parents qui étaient des matheux. Et du coup, j'ai toujours eu la conviction qu'il y avait deux approches du réel qui étaient, je dirais pas incompatibles, qui sont complémentaires, qu'il ne faut pas opposer, mais qui sont vraiment radicalement différentes. L'approche de l'artiste et l'approche du scientifique, c'est pas la même, et je l'expliquais à mes élèves de la façon suivante, en prenant l'image de la grenouille, pour leur expliquer vraiment foncièrement comment se comportait un artiste et comment se comportait le savant. Vous introduisez une grenouille dans une pièce et vous y mettez un artiste et un savant. Le savant, il a envie de comprendre très très vite comment fonctionne cette grenouille. Donc assez vite, il va la clouer sur une planche, la dépecer, l'analyser, la découper en morceaux pour voir tous ses organes, etc. Et à la fin, il comprendra tout sur l'organisme de la grenouille, sauf qu'elle sera morte. Mais l'artiste, lui, va se prendre de sympathie pour la grenouille, il la trouve extrêmement drôle, et commencer à se transformer en grenouille, il la mime, il se met à sauter, il lui parle, il lui donne un petit nom, il fait de l'anthropomorphisme permanent, et donc il transforme la grenouille en un compagnon qu'il imite et qu'il mime. Et donc l'un joue avec la grenouille et en fait un personnage, tandis que l'autre éprouve le besoin de la tuer pour la comprendre. Et je trouve que ça donne assez bien l'image de ce qu'est l'approche scientifique, parce que l'approche scientifique est toujours analytique, tandis que l'approche artistique est ce que je disais à un autre endroit, est une approche intuitive globale. C'est une intuition globale des choses. C'est toi-même qui m'as appris que Spinoza appelait ça la connaissance du troisième type. Ma grand-mère appelait ça la science infuse. Elle me disait avec un peu d'ironie, toi tu as la science infuse. Et je crois effectivement que le philosophe souvent a une espèce d'intuition globale de la chose, tandis que le scientifique a besoin vraiment de décomposer la chose en partie. C'est très net dans le Tractatus de Spinoza, il a besoin de reprendre le moré géométrico, comme on dit d'Euclide, c'est-à-dire de faire des petits paragraphes où on décompose point par point, comme je disais par ailleurs de Lévi-Strauss. Et donc ça, c'est pas du tout la démarche de l'artiste, elle est globale. Et donc ces deux approches sont absolument nécessaires, et aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, c'est aussi ce qu'appelait l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse dans les pensées de Pascal. Aujourd'hui, il y a trop d'esprit de géométrie et pas assez d'esprit de finesse, et il faudrait dans bien des domaines contrebalancer l'un par l'autre, puisque c'est l'équilibre de ces deux yin et yang, si on peut dire, qui permettrait d'avoir une vue plus juste des choses. Et il est très dangereux d'avoir une vision trop analytique des choses. Il est très dangereux aussi d'avoir une vision brouillonne et pas si rigoureuse des choses. Donc les deux ont des vertus, évidemment. Et donc l'idéal, là encore, c'est la modération et l'équilibre entre ces deux pôles. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé quand je t'ai connu, c'était ton incroyable culture scientifique. Parce que tu te passionnais évidemment pour l'art brut, et puis pour toutes sortes de sujets, et puis tu avais une très grande culture humaniste. Mais en même temps, tu avais une vraie culture scientifique, à la fois familiale et personnelle, et surtout, tu établissais des liens entre les deux. Et ça, moi, ça m'a toujours stupéfait chez toi. Ça veut dire quand même qu'entre art et science, il y a des liens. Lesquels ? Alors, moi, j'ai longtemps été obsédé par un thème, et je me suis aperçu que beaucoup de philosophes étaient passés par ce stade, et en particulier Auguste Comte, que curieusement, je n'ai jamais trouvé ridicule. Et à une époque, un ami de mes parents, qui était un prof de philo, qui était le fils Gouillet,
le grand philosophe de la Sorbonne, m'avait dit, avec ironie, vous êtes une espèce de nouvel Auguste Comte. Parce que je m'étais mis en tête d'écrire un grand traité sur la crise de la culture. Et pour ce traité, qui est resté inachevé, Dieu merci, mais qui est quand même des centaines de pages dactylographie, j'avais essayé d'analyser branche par branche tous les domaines dans lesquels il y avait une crise. Pas seulement l'art, mais aussi la biologie, les maths, etc. Et j'étais obsédé par l'idée qu'il manquait, et je crois que ça manque toujours, une claire nouvelle classification des sciences. Alors voilà comment je l'enseignais à mes élèves, puisque pendant des années, j'ai fait au moins un cours par an sur ce que j'appelais non pas l'arbre de la science, comme disait Descartes, mais l'immeuble de la science. La métaphore de l'arbre de la science, qui a été souvent discutée par Derrida au moment où j'étais élève à la rue d'Ulm, discutée pendant des mois et des mois sous une façon incroyablement risible et pédante, puisque son cours s'appelait « De rechef de l'arbre s'il existe ». Et moi, ça me ferait tordre ce pédantisme invraisemblable de ces philosophes de la rue d'Ulm. Et donc, de rechef de l'arbre s'il existe, c'est parce que la métaphore connue de Descartes, c'est de dire que la méthode et la raison qui constituent le tronc de l'arbre peuvent s'appliquer à différents domaines. D'où la notion de branche. Chaque fois qu'on applique la même méthode rigoureuse à un nouveau domaine, par exemple l'astronomie ou les nombres ou la géométrie, etc., c'est une nouvelle branche scientifique. Et alors cette métaphore, effectivement, qui est organique, donc, et qui représente comme un arbre généalogique de la science, a ses limites. Et moi, j'expliquais à mes élèves les choses sous une forme plus discontinue, que j'appelais l'immeuble de la science. Je leur expliquais que d'abord, la première chose, c'est savoir combien il y a de sciences fondamentales. Et je définissais 4 niveaux d'approche du réel dans un immeuble à 4 niveaux. Le premier niveau étant le niveau de la mathématique, qui est le soubassement de tout, puisque le réel est essentiellement nombre et forme, et donc numérique. Et ça, j'aimerais y revenir dans une conversation spéciale sur le côté numérique de la réalité, que Dieu parle en nombre, comme disait Leibniz, etc. Donc le rez-de-chaussée, ce sont les maths, on ne peut pas faire de sciences dures sans pas avoir une formation mathématique, et j'ai bien vu avec la formation de mon frère biologiste, etc. Et puis, ça c'est donc le rez-de-chaussée, si Dieu veut, donc c'est incontournable, on commence par les maths. Et alors évidemment, dans chaque niveau, il y a des pièces, il y a des subdivisions, il y a l'arithmétique, il y a la géométrie, etc. Donc c'est un niveau qui est subdivisé lui-même en compartiments. Et puis le deuxième niveau, c'est l'étude de la matière. Alors je donnais un nom à chaque chose, je disais c'est le niveau de la physique-chimie. Et qu'étudie la physique-chimie, non pas les nombres et les formes comme les maths, mais il étudie la matière non vivante, je l'appelais comme ça. Autrement dit, tout ce qui constitue le cosmos. Et donc ça, c'est le niveau de la physique-chimie. Niveau supplémentaire, alors je disais que pour passer d'un niveau à l'autre, on était obligé toujours de prendre un ascenseur qui nous obligeait à avoir des connaissances du niveau inférieur. On ne peut pas faire de maths physique sans des connaissances de maths. Donc le niveau ensuite, après le niveau de la matière non vivante, c'est-à-dire la physique-chimie, c'était le niveau de la biologie qui là étudie la matière vivante. Et en employant cette expression de matière vivante, c'est-à-dire toute la biosphère, les plantes, les animaux, etc., et l'homme, en parlant de matière vivante, on dépasse cette aporie philosophique de savoir si la matière ou la vie c'est antinomique. Parce que c'est tout simplement la matière, il y a une partie de la matière qui est vivante. Donc si on revient à Spinoza, que le réel, Dieu et la nature c'est la même chose, eh bien, il y a une partie de la nature de Dieu, etc., qui est vivante et une qui ne l'est pas. Et donc l'objet de la biologie, la biosphère, c'est donc le deuxième niveau de la science, mathématiques, physique, chimie, biologie. Alors il y a un niveau supérieur, et là on arrive aux sciences humaines, qui dans ma jeunesse n'était pas encore très développé dans l'enseignement, mais ce niveau, alors je proposais qu'on l'appelle justement anthropologie. Pas tout à fait dans le sens ethnographique, parce que, étant donné qu'anthropos c'est l'homme, ce serait le niveau, on étudie tout ce qui est spécifique à l'homme. Et alors là, je l'appelais, l'objet d'étude de l'anthropologie, c'est la matière vivante, pensante. Parce qu'effectivement, c'est la partie, le cerveau est le seul organe de toute la création qui est aussi complexe et qui est doué de la pensée ou doué de l'esprit. Et donc, c'est le niveau de l'anthropologie qui étudie sous tous ces différents compartiments de linguistique, d'anthropologie, de psychologie sous toutes ces formes, etc., toutes les performances du cerveau humain. Et puis alors, au sommet peut-être de cet édifice, il y aurait la discipline peut-être qui justement sert de carrefour pour concevoir la vue d'ensemble de tout ça, qui serait sans doute la philosophie. Et j'ai
je ne suis pas loin de penser que la philosophie a une position quasi centrale dans le cerveau. Ça paraît un peu absurde. Dans la philosophie orientale, on dit que la Kundalini, qui alimente l'énergie vitale à travers la colonne vertébrale, tu sais, on voit ça dans des mandalas tibétains ou autres, elle sort sous forme d'une flamme au centre du cerveau. Et moi, ça me plaît, c'est comme une métaphore, cette idée qu'il y aurait une espèce d'énergie vitale qui a une position centrale pour réguler tout ça. Alors évidemment, c'est une vue de l'esprit, c'est une image, c'est tout ce qu'on veut. Mais donc, j'appelais ça l'immeuble de la science. Donc, pour résumer, 4 niveaux d'approche du réel. Les mathématiques permettent de comprendre tout ce qui est numérique et forme, et Dieu sait si c'est immense. La physique-chimie permet de comprendre la structure de la matière non vivante. Ensuite, la biologie permet de comprendre comment fonctionnent les molécules de la vie, etc., dans la biosphère. Et ensuite, la sphère anthropologique, au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est performance de la matière pensante, qui est constituée par le cerveau humain. Et du coup, ça donne une hiérarchie, tu sais, comme dans les tympans des cathédrales, à l'époque du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on rappelait parfois les choses sur les grands rythmes des saisons, les grandes lignes de force du cosmos, etc. Et on manque d'une vision unifiante comme ça, qui rappelle donc la hiérarchie de ces ordres du savoir et de cette approche du réel. Et alors il faut ajouter tout de suite, et ça j'avais toujours des discussions avec mes élèves qui avaient plein d'objections à cette présentation des choses, il faut préciser quelles sciences ou quelles pratiques ne sont pas des sciences. Et je vais en citer 3. On dit toujours, quand on essaye de faire une classification des sciences, les gens vous mettent l'histoire. L'histoire n'est pas une science. L'histoire est un récit fait de quantité de techniques, de mesures, etc., et d'observations, mais ça n'est pas une science, c'est-à-dire prédictible, etc. Ça n'est pas une science, c'est une approche, c'est une sorte de bricolage. C'est plutôt un art, l'histoire. C'est ce que disait sûrement Michelet, par exemple. Alors, pour prendre un autre domaine, l'économie, et ça c'est très important, n'est pas une science. C'est un bricolage, c'est une technique, et la preuve, c'est le Brexit, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Aucun économiste n'a jamais prévu aucune crise. Ou ceux qu'on appelait ironiquement les économistes distingués et qui avaient prévu que la guerre de 14-18 durait 5 semaines. Parce qu'on ne pourrait pas la payer. Voilà. Donc l'économie n'est certainement pas une science, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, c'est dans tous les journaux en ce moment, c'est justement cette prétention qu'il y ait une science économique, c'est-à-dire qu'il soit prédictible, tout nous démontre aujourd'hui du jour au lendemain qu'effectivement il ne prévoit rien du tout. Et les prix Nobel, prétendus, c'est d'ailleurs pas un prix Nobel, les prix Nobel d'économie ne sont pas d'accord entre eux. Il y a même eu un truc risible que j'ai lu récemment, c'est que la même année, 2 prix Nobel d'économie ont reçu le prix pour défendre la théorie absolument opposée, ce qui n'arriverait jamais dans les sciences dures, c'est impossible. Donc l'économie n'est pas une science, l'histoire n'est pas une science, il faut l'en exclure, ce sont des arts, l'éducation n'est pas une science, ça j'ai déjà dit, c'est un art, et enfin, la médecine n'est pas une science. La médecine est une technique qui fait appel à quantité d'éléments qui viennent de la recherche scientifique, bien sûr, c'est-à-dire de la recherche biologique, entre autres, ou chimique. C'est donc des niveaux dont je parlais tout à l'heure, mais la médecine en tant que telle n'est pas une science, elle n'est ni infaillible, ni ne prévoit quantité de choses. Je le vois très bien dans mon mal actuellement, ils sont totalement désemparés, et au bout du rouleau, ils arrivent au fond de la boîte, il n'y a plus rien dedans. Donc ils tâtonnent. Alors ça, je ne le reproche pas, mais je veux dire, ce n'est pas une science, c'est une technique, c'est un art, et ça doit être un art, mais c'est un art qui fait appel à des éléments de connaissance scientifique et de recherche. Et donc il ne faut pas confondre art, technique et science. Et les sciences de l'éducation? Alors les sciences de l'éducation, rions, puisque là, par excellence, l'éducation, et je le dis toujours et je l'ai déjà dit, l'éducation est un art par excellence, comme la médecine, ça demande de l'intuition, du doigté, de la finesse, un certain sens de l'empirisme et du bricolage, mais c'est comme la cuisine, ça n'est pas de la chimie. Donc l'éducation est évidemment un art. Et les bons art au sens du 18e, c'est-à-dire métier. Mais, oui, mais arts et métiers. Non, oui, mais aussi au sens du côté créatif. Oui. Il faut savoir, et tu le sais très bien, à chaque instant on tire parti de façon empirique de choses qui se présentent et on essaye des trucs, on a des tas de trucs. Moi j'avais très peu de principes au point de vue pédagogique. Le premier était de ne pas m'emmerder à mon propre cours. Voilà, ça c'est mon principe numéro 1, ne pas m'ennuyer, ne pas m'entendre parler dans le vide, ennuyant mon auditoire. Donc le premier principe, c'est d'être vivant, par tous les moyens possibles.
la digression, la drôlerie, l'humour, l'anecdote, la fantaisie, etc. Tant qu'on n'ennuie pas son auditoire, on est un bon prof. Et alors surtout, on s'aperçoit très vite, et je sais Alain, que ton enseignement ne transmet absolument pas une discipline. Non. On transmet deux choses. On transmet ce qu'on est soi. Par exemple, si on est un je m'en foutisme, on transmet l'absence de rigueur ou la filouterie, et on transmet surtout sa passion. Et si on fait un cours, je dis toujours que si on fait un cours sur la vie sexuelle des escargots, par exemple, ce qui n'est pas forcément passionnant, si on a de la passion pour son sujet, on le transmet. Mais le sujet le plus théoriquement fascinant qui soit peut être enseigné de façon extraordinairement ennuyeuse. Donc c'est pas le sujet qui compte, c'est la passion qu'on y met. Et ça, c'est cette passion qui est contagieuse, et c'est ça qui fait que les élèves ensuite vous disent il est génial, il a été formidable, il m'a éveillé l'esprit, il m'a donné le goût de la lecture. Ça, c'est ce que tu fais constamment. Quand ils voient que toi tu parles avec passion d'un livre, ça leur donne envie de lire. Et c'est pas parce qu'on leur dit il faut avoir lu Madame Bovary. Je n'ai jamais de ma carrière de prof imposé une lecture. Je leur faisais savoir que ça existe, je leur montrais que moi je m'en étais nourri, je mettais au tableau des titres en parlant avec enthousiasme, mais jamais je n'ai dit ce qu'on a trop dit dans ma famille, qui était une famille trop cultivée, comment tu n'as pas lu l'éducation sentimentale, mais il faut avoir lu. Je déteste qu'on vous dise il faut avoir lu. De ce côté-là, je suis tout à fait adepte de Daniel Pénac, tu sais, comme un roman. C'est les 10 commandements du lecteur, le droit de ne pas aimer un chef-d'œuvre, le droit de commencer un polar par la fin, le droit de passer à côté d'une œuvre remarquable, ou de ne pas aimer un chef-d'œuvre. Et ça, c'est très important, garder la liberté de son jugement. Parce qu'en plus, je sais d'expérience que quand une porte n'est pas ouverte, ça ne sert à rien de la forcer, et que le jour où brusquement cette porte s'ouvrira, où on aura besoin d'en passer par là, ça viendra naturellement. Donc je ne suis jamais inquiet quand je vois des gens jeunes qui n'ont pas déjà pris le goût de la lecture, etc. Parce que j'ai vu d'expérience avec mes propres enfants, mes filles, qu'il y a un moment où la chose devient nécessaire avec la maturité. Et donc les portes qu'on n'a pas ouvertes, eh bien tôt ou tard on en a besoin et on finit par les découvrir. Alors bien sûr, on peut créer un climat qui encourage les gens dans ce sens, parce que les normes inculture ambiantes n'y mènent pas, c'est évident. Alors je ne parle pas de ça, mais dans la mesure où on est un éducateur, où on essaye de créer un climat favorable pour ouvrir l'esprit des gens et pour qu'ils s'intéressent aux choses de la meilleure qualité, c'est comme la bouffe. Manger de la bonne nourriture et pas de la mauvaise, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Donc dans la mesure où on a ce souci, eh bien, il ne faut pas craindre de laisser le temps faire. Les gens finiront par aller vers l'aliment qui leur est le plus nécessaire, qui leur fera le plus de bien.